en m'interrogeant sur la diversité, je me suis d'abord interrogée sur ce que l'on désignait par diversité dans le cadre d'une entreprise. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est celle du terme de diversité qu'on retrouve dans l'expression journalistique actuelle. Alors, excusez-moi, je suis spécialiste des médias, qui est issu de la diversité. Quand on dit que quelqu'un est issu de la diversité, avec tous les guillemets nécessaires, ça veut dire en gros qu'il est issu d'une minorité visible ou invisible. Donc, dans cette perspective, je me suis dit que l'idée de diversité, on pouvait lister quelques minorités, les minorités ethno-raciales, que je désigne ici au sens sociologique, puisque la plupart des caractéristiques physiques, comme la couleur de peau par exemple, ont une signification sociale. La question du handicap également. Et aussi les gens qui présentent une diversité par rapport aux représentations dominantes, donc je reviendrai sur le terme de représentation, nous y reviendrons tous ensemble, dans leur position de genre, qu'il s'agisse des femmes ou des personnes LGBT. Je lis ces différentes acceptions de la diversité parce que, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres. J'introduis un concept sur lequel nous allons discuter, je pense, qui est celui de l'intersectionnalité. Alors, c'est un concept un peu barbare, mais qui veut dire que les critères de discrimination s'entrechoquent. Ils ne peuvent pas être indépensés indépendamment les uns des autres. Donc, la question est aussi de savoir pourquoi on s'intéresse à la diversité dans les parcours RH. Parce que ça s'oppose à ce qui était largement observé, j'ai l'impression, par les sociologues et qui a été donc des phénomènes de reproduction. Reproduction d'un type social qui se pensait comme universel, mais qui n'était en réalité qu'un type social qui était rendu majoritaire par un contexte. Vous l'aurez reconnu, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Donc voilà, les conditions sociales donc, qui étaient pensées pour ce type social comme universel étaient en fait une technologie de reproduction de l'homme blanc hétérosexuel et par conséquent de discrimination ou d'exclusion des autres. Donc face aux évolutions de la société, cette reproduction peut être largement perçue comme un figement, une résistance, voire une sclérose qui empêche une entreprise d'aller de l'avant. Donc je cite ce dernier terme qui est celui de discrimination dont je viens de parler, qui peut être la discrimination négative ou la discrimination positive, la traduction française de l'affirmative action, qui elle-même pose une autre question qui est celle de la légitimité. Est-ce que justement cette discrimination positive ne pose pas la question de la légitimité ? Donc la question finalement qui se pose est celle du modèle et finalement en quoi la prise en compte de la diversité dans une entreprise permet-elle de renouveler les définitions de la légitimité professionnelle ? Vous avez vu, c'est une question très complexe. Je vais donc lancer cette table ronde en posant à mes deux interlocuteurs une question triple qui est comment définissez-vous la diversité, par quoi et pourquoi s'y intéresser ? Voilà. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. Et dans l'ordre, Johanna. Bonjour à tous. Alors, moi, la diversité, j'ai envie de dire que la diversité, c'est l'humanité. On est tous différents, on est tous divers. Hommes, femmes, grands, petits, noirs, blancs. Donc, dire que l'humanité est diverse, d'ailleurs, c'est un pléonasme pour moi. Et la diversité est clairement une richesse. Enfin, on a tous quelque chose à apporter à la société au sens large et à nos sociétés, nos organisations. Et je vais citer quelques chiffres, en tout cas pour ma partie donc, qui concerne les femmes, parce que je pense que c'est important de remettre un peu de contexte. Selon la Banque mondiale, ce sont des chiffres de 2013, la région Asie-Pacifique perd entre 42 et 47 milliards de dollars en raison des restrictions imposées aux femmes sur le marché du travail. Et l'Amérique latine pourrait augmenter son PIB de 9% en éliminant les discriminations hommes-femmes. Donc autant se dire que se couper de cette diversité, c'est clairement négatif pour nos organisations. Donc voilà ma petite introduction, ma petite pierre à l'édifice. Donc je vais poser les mêmes questions, mais à Julien. Donc moi, pour la diversité, je te rejoins totalement. Hein, c'est en effet l'humanité. On est tous aujourd'hui, on vient tous d'horizons différents. Pourtant, on parle tous de la même chose aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont là pour vivre ensemble, pour travailler ensemble. Et l'entreprise, qu'est-ce que c'est on le retrouve dans une ville, on le retrouve dans une famille, on le retrouve dans une entreprise. C'est quand même l'agrégation de toutes les personnes et les personnalités qu'on peut avoir qui vont faire en sorte qu'on va faire avancer les choses. Et la diversité, moi, par rapport à mes fonctions et ce que j'ai pu vivre dans le passé, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on essaye de reproduire le même schéma en utilisant les mêmes personnes au même endroit, on produit la même chose, néfaste ou pas. Par contre, dès qu'on amène une personne nouvelle, avec une vue nouvelle, avec donc son vécu différent, et d'un seul coup, ça ouvre les champs des possibles, et d'un seul coup, on trouve beaucoup plus de solutions, ou en tout cas, on se repose d'autres questions.
Et donc ça permet de faire avancer. Le propre quand même de l'homme, c'est de pouvoir faire avancer les choses. Si on n'avance pas, c'est pas très intéressant, je trouve. Donc, oui, le fait de pouvoir parler avec des personnes en situation de handicap, le fait de parler entre hommes et femmes, le fait de parler entre des personnes qui vivent dans une grosse agglomération ou dans un milieu rural, parce que la diversité aussi est là. Oui, c'est très enrichissant, ça fait avancer le monde, et c'est quand même pour ça qu'on est là. D'accord. Alors, effectivement, tout ça semble très positif. Le titre de la table ronde, c'est Good Future. Donc voilà, c'est effectivement très positif. Mais manifestement, ça ne marche pas comme ça dans le cas concret. Et donc, moi, la question que je me posais, c'est concrètement, les gens doivent être bien bloqués à un certain moment dans leur carrière. Et si oui, quand? Alors évidemment, les questions la première chose à laquelle je pense en tant que spécialiste de gender studies, c'est le plafond de verre, mais je pense qu'il doit y avoir autre chose. Donc je vous laisse la parole. Alors effectivement, je vais parler du plafond de verre. Vous connaissez tous et toutes. Donc les femmes sont bloquées à un certain moment de leur carrière et n'arrivent plus à progresser. On parle aussi aujourd'hui de plancher de ciment, c'est de béton, c'est très, très sympathique comme terme. Qu'est-ce que c'est le plancher de béton? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont les pieds collés au sol et qu'elles n'arrivent pas à se soulever. Donc c'est un peu les nouvelles terminologies qui sont en train d'arriver. Donc effectivement, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Le Women's Forum existe depuis maintenant 10 ans et nous, notre fer de lance, c'était d'organiser des conférences et de donner la parole aux femmes sur tous les sujets d'économie et de société pour éviter justement la reproduction du mâle blanc hétérosexuel et de dire on a aussi des choses à dire. Et donc depuis 10 ans, on fait venir des entreprises à nos événements pour parler aussi de la diversité parce que c'est un sujet qu'on aborde dans nos conférences. Et depuis 10 ans, on parle du plafond de verre. Et depuis 10 ans, ça n'a pas bougé. Alors, pourquoi ? Il y a deux choses. D'une part, il y a les freins qui sont intrinsèques aux femmes, parce qu'il faut savoir que toutes les femmes, en fait, ont des freins intérieurs. C'est avéré, c'est réel, donc il faut lutter contre. C'est un exemple très concret. C'est-à-dire que quand une femme ne va pas oser demander une promotion ou postuler pour un poste en interne ou en externe, parce qu'elle considère que pour pouvoir postuler, elle doit cocher 100% des compétences demandées dans le poste. Alors qu'un homme, s'il a entre 60 et 70% des compétences, il n'y a absolument aucun problème, il va y aller. Ça, c'est dû à l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui. C'est encore un grand débat sur l'éducation des filles et des garçons, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment des freins internes qui existent et qui ne sont pas encore levés. Et bien entendu, il y a aussi les freins qui sont liés à l'organisation, qui est que l'identification, on va dire, les grandes organisations des potentiels, des hauts potentiels, se fait à un âge où les femmes, en général, ont des enfants et donc sont, a priori moins disponibles pour les organisations, donc entreprises, gouvernements, etc., etc. Donc elles loupent le coche, elles loupent le train d'accéder à des postes supérieurs. Et ces freins-là n'existent toujours. Alors il y a des bonnes pratiques, ça on en parlera après, qui existent, mais ça existe toujours. Et je voudrais juste remettre sur le tapis là, ce que vous avez tous lu dans la presse, donc Facebook et Google, qui offrent généreusement à leurs employés femmes de congeler leurs ovocytes, donc donner $20 000 pour congeler les ovocytes. C'est clairement une façon de contourner ce problème d'identification de potentiel à 35-40 ans et non pas d'affronter ce problème encore entre guillemets, parce que ce n'est pas un problème de dire les femmes elles vivent, effectivement, elles ont des enfants, il faut l'intégrer dans une carrière, il faut l'intégrer dans la gestion des talents, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a plus de techniques de contournement que d'affrontement de la problématique du plafond de verre. D'accord, merci Julien. Donc moi je vais rebondir, puisqu'on parle de la femme, mais moi je voudrais parler de la place du papa. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on dit que les femmes, elles ont des enfants, etc. Et les papas, non, en fait. Non, ils n'en ont pas. Et dans les entreprises, il y a un cadre établi qui fait que les hommes, non, n'ont pas le droit de prendre de congé parental. Non, en fait, ils ont un congé paternité qui est simplement ridicule. Ridicule. Pour être père de 4 enfants, j'ai essayé de me libérer au maximum du temps, mais on me regardait avec des yeux bizarres à chaque fois que je voulais me libérer. Donc je pense qu'à partir du moment, tout ça pour dire quoi, c'est que à un moment donné, si on veut faire en sorte que la femme ait une place dans l'entreprise à l'équivalent de l'homme, il faut que l'homme ait une place dans le foyer et vis-à-vis des enfants de même. Et tant qu'on n'est pas dans des règles d'absence, si je prends la chose simple, le congé maternité versus congé paternité, alors certes, l'homme ne porte pas l'enfant, donc on ne va pas revenir sur ce point-là de dire
que la femme a besoin quand même physiquement de pouvoir se reposer sur un certain nombre de choses, ça, c'est une évidence. Mais malgré tout, tant qu'on n'aura pas une absence dans l'entreprise qui sera équivalente, ben on aura toujours un décalage. Donc je pense que le cadre des entreprises, et c'est là où je rejoins ce qui a été dit par Richard Collin tout à l'heure, il faut avoir du courage en fait. Et aujourd'hui, les managers sont plus à traiter, et les responsables et les boss d'entreprise sont plus à traiter le chiffre d'affaires qu'il y a, ce qui est tout à fait normal parce que c'est ça qui fait croître l'entreprise. Mais dès qu'on va vouloir prendre du courage pour dire ok, on va faire en sorte que dans mon entreprise, j'accorde à tous les papas le même temps d'absence que les femmes, donc une baisse de productivité évidente, bah là on aura fait une avancée. Aujourd'hui, pas sûr qu'on soit vraiment prêt encore. Hein. Donc je pense qu'il faut continuer le combat par rapport à un certain nombre de choses. Oui, allez-y. Oui, effectivement, il y a l'histoire de la réforme du congé parental et donc dans les airs, on va dire, mais pas vraiment. En tout cas, le débat n'arrive pas à avancer, ce qui est réellement dommage. Je voudrais citer l'exemple de l'Islande, qui encore une fois est arrivé numéro 1 sur le Gender Gap Report du World Economic Forum, donc qui mesure les écarts entre les hommes et les femmes sur un certain nombre de points. L'Islande a un magnifique modèle de congé parental qui fonctionne très bien. Pour avoir été en Islande, pour avoir parlé avec des ministres, des parlementaires, etc., ça fonctionne très bien, tout le monde est content. Et l'économie, même s'ils ont subi une crise absolument monumentale et la pire, je pense qu'on peut affronter, ils s'en sortent très bien. Donc en tout cas, il y a un vrai débat sur le congé parental, maternité, paternité, etc. Et c'est un des exemples parmi l'ensemble de la discrimination qu'on peut avoir. Donc je pense que quand on adresse un sujet, il ne faut pas adresser un seul, il faut vraiment prendre le pendant. Moi, je travaille énormément sur toute la problématique handicap en fait en entreprise, qui se retrouve ici dans la vie quotidienne par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est effarant de voir que quand je discute avec des jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont 14 ans et qui disent bah, de toute façon, moi je m'en fous, le bac je l'aurai pas, de toute façon après on m'accueille pas en école, mais c'est dramatique. C'est simplement dramatique. Pourquoi ? Parce qu'il a juste une différence et parce qu'on pense qu'il va être plus bête parce qu'il a une différence. C'est super, quoi. Moi, à chaque fois, ça me heurte dans mes convictions de voir ça. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, dans mon entreprise, on est en train de prendre des personnes qui ont niveau bac pour pouvoir les former à nos métiers parce qu'aucune école est capable de nous proposer des personnes en situation de handicap sur nos métiers. Alors après, ça va avec la discrimination positive qui fait qu'on doit faire des actions. Donc on est obligé de faire ce type d'action alors que normalement, il devrait être sur le marché de l'emploi comme tout le monde. Donc là, bah voilà, là c'est encore un exemple et je pense que, encore une fois, il faut avoir du courage. Nous, on se bagarre tous les jours pour faire en sorte de pouvoir donner ces formations à ces jeunes ou moins jeunes, hein, puisqu'il y a des accidentés de la vie aussi qui veulent se reconvertir. Et je pense qu'on a tout un schéma et un modèle de pensée en France qui doit être vraiment révolutionné, de dire arrêtons d'être dans nos silos, dans nos carcans. Soyons ouverts à voir que bah oui, on va prendre des risques. Oui, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a des aménagements de poste à avoir. Oui, c'est plus compliqué parce qu'il faut autoriser une absence à un papa, etc., etc. Ouais, mais au final, quels sont les gains ? J'ai l'impression qu'à chaque fois, on regarde d'abord ce qui est pas bien au lieu de regarder le gain. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de regarder gain parce qu'il faut aller plus loin dans la réflexion. Merci. Moi, en vous écoutant tous les deux, ce qui me frappe, c'est que on a l'impression que les gens qui sont dans ces situations on se sentent très isolés. Vous, que ce soit le papa qui veut prendre son congé maternité ou la femme qui veut avancer en entreprise. Et la question que ça me pose, c'est la question du modèle. Est-ce que, justement, en faisant émerger dans les bonnes pratiques, et en faisant émerger des modèles, je pense à Sheryl Sandberg, qui justement s'est elle-même érigée comme modèle de la femme qui réussit sa carrière, et, voilà, et qui se présente vraiment comme telle, ou même des situations de gens handicapés qui peuvent se présenter et qui créent un précédent, ou voilà. Est-ce que vous avez vu ce genre de choses, ou voilà, je sais que les pères ont justement pas de modèle alternatif à présenter aux entreprises souvent. J'ai beaucoup entendu. Non, mais il n'y a pas forcément. Après, moi, ce qui me gêne avec le modèle, c'est ça fonctionne énormément comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui va réussir à sortir du lot, on va dire bah, c'est comme ça et c'est ce modèle-là qu'il faut avoir. Je suis pas forcément d'accord. On va recréer un nouveau silo, on va recréer une nouvelle façon de faire. Donc c'est juste être assez à l'aise pour dire bah ouais, les personnes ont le droit de vivre tout simplement et le droit d'avancer. Donc c'est pour ça hein, on a toujours besoin de se référer à des règles, à des processus, à des normes, etc. Ce qui est tout à fait normal parce que ça permet de faire avancer un certain nombre de choses. Maintenant, quand on parle d'humain, puisque aujourd'hui on parle quand même, quand on parle HR ou ressources humaines, c'est quand même l'humain qui prime avant tout.
Donc, comment pouvons-nous faire en sorte que l'humain soit vraiment mis au centre du débat et pas forcément une des conséquences d'un certain nombre de choses. Donc moi, c'est plus ça. Donc c'est pour ça que modèle, alors sur le papa, j'en connais pas forcément, voilà, mais oui, il y en a dans le handicap, il y a des personnes qui ont très très bien réussi avec des handicaps, au niveau des femmes, bien entendu, mais après, ça stigmatise encore. Donc voilà, je trouve que quand on parle de discrimination, on va stigmatiser, et moi, j'aimerais bien casser ça. Alors, je pense qu'effectivement, les rôles modèles, en tout cas pour les femmes, sont essentiels et bon, il faut en passer par là parce que c'est souvent difficile. Et il y a un exemple flagrant, c'est dans les filières scientifiques, technologiques, ingénierie et mathématiques où il y a un cruel manque de rôle modèle féminin, ce qui fait que les filles ne veulent pas faire d'études dans ces filières-là, et il y a un déficit d'employés, et donc il y a un déficit, je reviens à mes histoires de perte de chiffre d'affaires ou de PIB, etc., qui est criant. Donc on est obligé d'en passer par là à un moment. Et c'est vrai qu'il faut avoir le courage aussi de voir plus loin. Là, aujourd'hui, on doit remplacer un patron du CAC 40. Je ne sais pas si vous avez vu la liste des potentiels candidats, il n'y a que des hommes. Bon, super. Oui, justement, comme je me disais que même si je reprenais ce que disait Julien, vous parliez du fait qu'il fallait mettre l'humain au centre, mais je suis sûre que même les gens qui discriminent, ils se vivent comme des grands humanistes. Donc je me demandais d'où viennent les résistances, à votre avis. Mais après, c'est culturel. On a tous un vécu. Après, pour revenir sur l'égalité professionnelle homme-femme, regardez les films de Disney. Voilà, c'est en train de changer que maintenant. Maintenant, il y a des héroïnes qui sont capables de prendre leur vie en main. Avant, c'était quoi ? C'était toujours le prince charmant qui venait les sauver. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? On est dans cette culture-là. Prenez, les catalogues de Noël arrivent, il y a des pages roses et des pages bleues. Bon, voilà, et donc, donc c'est ça. Donc, c'est une évolution qui est très long terme, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à casser un certain nombre de choses. Et ça nous on se forge aussi au fur et à mesure, hein, on est en évolution permanente. Donc c'est normal de partir de ce que nous connaissons. Au départ, on avait une vue de comment on vivait dans le monde et en France. Et cette vue-là est en train de changer. Donc c'est petit à petit. D'accord. Après, effectivement, sur la discrimination, et tu l'évoquais, Julien, l'éducation et l'école sont extrêmement importants. J'allais demander sur quel levier on peut agir. Voilà. Je fais le lien. Donc, ils sont effectivement extrêmement importants pour lutter contre les stéréotypes et également contre les biais, parce que quand vous êtes éduqué d'une certaine façon, qu'on vous dit effectivement les petites filles c'est rose, les garçons c'est bleu, que les filles jouent à la poupée, les garçons jouent à la guerre, etc. Vous êtes enfermé dans des schémas et après ça devient des biais inconscients. Nous on a un de nos partenaires qui s'appelle Diverseo qui fait des études sur tous les biais inconscients, le fait que les femmes sont moins associées au leadership, que les femmes sont plus orientées carrière, etc. Il y a des réels biais. Même si vous êtes conscient qu'il faut faire quelque chose, vos biais inconscients vous freinent et vous empêchent d'agir. Donc au niveau de l'éducation, il y a des chantiers à lancer. Alors on ne va pas revenir sur tous les sujets sur l'ABCD de l'égalité, ça a été discuté, rediscuté, il y a façon et façon de le faire. Il ne faut peut-être pas aller sur des modèles extrêmes comme les modèles scandinaves où les petits garçons et les petites filles ne sont plus appelés il ou elle, mais un pronom neutre. Mais en tout cas, l'éducation est un creuset essentiel. Après, dans l'entreprise, à l'heure actuelle, il y a effectivement plein de bonnes pratiques à mettre en place, à partager. Donc nous, le Women's Forum, on promeut toutes ces bonnes pratiques qui sont en tout cas pour les femmes, du mentoring qui est extrêmement important. Alors c'est du mentoring femme-femme, mais aussi du mentoring homme-femme. Bien sûr, les réseaux d'entreprise, les réseaux de femmes, mais également les réseaux mixtes. On a des exemples concrets comme EDF ou encore Euraseo qui viennent de lancer leur réseau estampillé femmes, mais qui accueille des hommes, parce que encore une fois, c'est la complémentarité et c'est faire vivre cette diversité au sein de l'organisation qui est essentielle. Donc, ce sont que quelques exemples rapides de ce qu'on peut faire, en tout cas, sur les outils. D'accord. Donc, pour conclure, c'est des actions individuelles qui prendront un niveau politique pour pas suivre l'évolution. Parce que oui, je pense que Johanna connaît mieux le chiffre que moi, mais si on suit l'évolution normale, l'égalité salariale sera atteinte. 2095. Voilà, je me souvenais plus de la date, mais je me souvenais qu'elle était lointaine. Bon, je pense que voilà, on est dans les temps, d'après ce que m'a dit Joël. On peut prendre une question dans la salle si quelqu'un a des questions, parce que je vous sens trépigné pour certains. Allez, quelqu'un a une question ? N'hésitez pas.
Bonjour Laurence Vanet. C'est un truc qui me heurte, moi, l'histoire du plafond de verre et du sol en béton, parce que je pense que quand on veut, on peut. Et il y a pour moi aussi une notion de culture. En fait, je pense que les femmes ne sont pas prêtes à accepter les cultures tout à fait insupportables qui règnent au top des organisations, les jeux politiques, les tronçonneuses dans le dos. Ce sont même plus des couteaux, c'est vraiment des tronçonneuses. Et donc finalement, si on veut enlever ce plafond de verre, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer le mode culturel ou les nouveaux paradigmes managériaux de nos organisations ? En effet, je pense qu'on peut revenir sur ce que disait Aurélie sur la reproduction. Je sais pas ce que tu disais, la reproduction, le modèle dominant. Qui se pensait comme universel parce qu'il se reproduisait tellement que finalement il n'y avait plus que lui, quoi. Effectivement, il y a des changements de culture à faire, c'est évident. Donc après, en tout cas sur la partie homme-femme, il y a une action qui a été menée, il y a une loi qui a été votée sur la place des femmes dans les conseils d'administration et le fait qu'il y a maintenant des quotas, les chiffres sont maintenant très bons, etc. Donc qui normalement devrait engendrer un changement de culture parce que ça va venir du haut. Alors les conseils d'administration, c'est une chose. Il y a aussi les comités exécutifs qui sont une autre chose. Et là, il y a encore des réelles problématiques de présence des femmes dans les comités exécutifs. Donc espérons, c'est un vœu pieux, je ne sais pas, que en tout cas ce changement de management, mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'on a encore cette culture du présentéisme, du mal hétérosexuel, etc. Moi, ça me fait penser, c'était une prof dans une grande fac américaine qui avait été recrutée par l'administration Obama, son nom m'échappe, mais peut-être quand ça va te revenir, qui a abandonné son poste en disant qu'elle n'y arrivait pas. Parce que la culture d'entreprise, alors qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait pour l'aider à la maison, un mari très féministe, n'y arrivait pas parce que la culture faisait que ça entrechoquait ses temps de vie. Donc c'est vrai que ça rejoint ce que disait Julien, il y a une réflexion globale sur la culture et le temps de vie à mener, mais qui, en fait, elle arrive. Ce qui est paradoxal avec l'éducation, c'est qu'elle arrive à un moment où les gens se la prennent dans la figure. Moi, je sais que j'ai fait un cours, on est en train de tester un module à Lyon 1 sur justement cette éducation à l'égalité, et les étudiants, dans les premiers retours, nous ont dit c'est trop tard. Voilà. Et alors qu'en fait non, c'est trop tôt. Voilà, c'est-à-dire que c'est très difficile de préparer des gens à des choses qui leur paraissent complètement abstraites, et une fois qu'ils sont devant, c'est trop tard. Donc c'est vrai que c'est à la fois la réflexion et le moment à laquelle la mener, c'est très compliqué. Parfait. Merci Aurélie, Johanna, Julien pour ces points sur la diversité.